Rebonjour et re-bienvenue à cette présentation sur l'émotion et le leadership, motivation émotion, PSF 342. Donc, nous sommes en train de parler du mon Dieu, je me souviens plus du nom, Five Level Model ou Five Level Model, je crois, de Ashkenazi et ses collaborateurs par rapport au lien entre les émotions et la vie organisationnelle. Okay? Et on a déjà parlé du niveau 1, où là on considérait la variation intra-individuelle au niveau de l'affect. On a parlé du niveau 2, où là on considérait les variations inter-individuelles, c'est-à-dire entre individus, et plus spécifiquement on a mis l'emphase plus sur les variations entre différents leaders, okay? Au niveau de toutes sortes de variables qui sont importantes pour bien gérer et bien négocier la sphère émotionnelle dans le contexte du travail organisationnel. Et là, on était au niveau 3, au niveau des relations interpersonnelles, et on avait parlé, je pense, du travail émotionnel ou du emotional labor. Okay? Et j'en ai parlé très simplement en disant que, dans le fond, le travail émotionnel revient dans le fond à cette idée que lorsque vous êtes dans certains rôles, c'est parfois bien d'afficher certaines émotions et de démontrer certaines émotions et certaines réactions émotives, même si elles ne représentent pas complètement ce que vous ressentez réellement. Vous avez un rôle à afficher et ça, c'est le travail émotionnel. OK? Et en fait, il y a différents types de travail émotionnel. Il y a des chercheurs qui ont fait qui ont avancé là-dessus, sur ce concept-là, font la distinction entre différents types de travail émotionnel. Et il est assez clair, selon certaines recherches, que très souvent, les dirigeants ou les dirigeantes dans un contexte organisationnel vont employer ces trois types de travail émotionnel-là. Okay? De manière mélangée, dans le fond. Tu sais. Et en fait, ces trois types de travail-là, c'est le travail émotionnel de service, le travail émotionnel de bienveillance et le travail émotionnel de contrôle social. Okay? Pour comprendre la distinction entre les trois, OK, prenons des cas très très clairs. Je vais prendre des cas très très clairs. Un cas très très clair de travail de service, c'est quelqu'un qui travaille au service à la clientèle, par exemple, dans un restaurant ou dans un magasin. OK? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire en termes de travail émotionnel? Tout le temps afficher de l'intérêt pour le client ou la cliente. Tout le temps montrer des émotions positives au client ou à la cliente. Si là où la cliente est difficile, définitivement rester extrêmement patient, ne pas montrer d'agressivité ou d'impatience ou d'irritabilité. Okay? Pensez à ce qui fait que quelqu'un est renvoyé en tant que serveur ou en tant que vendeur, par exemple. Ça va être très souvent ça, là. Des choses comme ça. Font, ben, tu traites mal les clients ou tu as montré au client que tu as insulté le client en faisant cette expression faciale-là quand il a dit que sa soupe était froide ou quelque chose comme ça. T'sais. Donc, il y a toute une industrie de service qui a son propre genre de travail émotionnel. Okay? Et, mais ce travail émotionnel-là, il n'est pas juste présent chez des serveuses, puis des vendeuses, puis des représentants, il est aussi présent dans des cadres de leadership. Parce que, justement, une des choses que le leader doit faire, c'est que le leader est au service de ses subalternes d'une certaine manière. Et donc, il y a une composante du leadership qui est du travail émotionnel de service, où le leader doit rester positif, où le leader doit... un bon leader devrait essayer de ne pas irriter ses subalternes, tu sais, donc il y a cette partie de service-là. L'autre type de travail émotionnel, en fait le deuxième, c'est le travail émotionnel de bienveillance. Okay? Et là, pour donner un cas très clair, pensez à un infirmier ou une infirmière, par exemple.
OK? Ou une sage-femme, ou, tu sais, ou là, ou un psychothérapeute, tu sais, ou là, on est dans une situation où il y a où quelqu'un est en douleur ou en détresse ou a un problème, tu sais, c'est rare que vous interagissiez avec un infirmier dans un contexte professionnel si vous n'êtes pas malade d'une certaine manière ou s'il n'y a rien de mauvais qui se passe, tu sais. Même chose pour une sage-femme. Si quelqu'un voit une sage-femme, c'est généralement parce qu'il y a de la douleur. Quelqu'un qui va chez un psychothérapeute, c'est généralement parce que les choses vont pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Donc, il y a toutes sortes de métiers qui doivent utiliser le travail émotionnel de bienveillance. Où là, on fait face à quelqu'un qui est dans un certain niveau de détresse ou de mal-être, ou disons, ou de douleur physique carrément, de maladie. Et là, il y a tout un travail émotionnel par rapport aux émotions que l'on doit afficher nous-mêmes, mais aussi les émotions qu'on ne doit pas afficher. Okay? Comme par exemple, une infirmière qui se mettrait à capoter et pleurer avec un patient, ça serait pas super approprié. Okay? L'infirmière est supposée supporter le patient, est supposée lui inspirer confiance, lui inspirer de la bienveillance. Un psychothérapeute qui se fâcherait lorsque son patient exprime ses émotions les plus des émotions vraiment privées, ça serait pas approprié. T'sais. Donc, il y a tout un travail de bienveillance qui a souvent rapport à l'empathie, en fait. Es-tu capable de rester empathique et de démontrer de l'empathie, même si ta réaction interne, elle n'est pas exactement ce que tu montrerais au client ou au patient, par exemple. T'sais? Donc ça, c'est le travail de bienfaisance. Et un leader dans la vie organisationnelle ou une leader doit utiliser ce type de travail-là aussi, de bienveillance. Pourquoi? Ben parce que des choses arrivent. Des choses négatives arrivent au travail, des choses arrivent dans la vie des subalternes qui ont un impact au travail. Toutes sortes de choses arrivent et là où la leader doit faire preuve d'empathie, bon, là où la leader n'est pas une infirmière ou un infirmier ou une psychothérapeute, mais c'est la personne responsable, c'est la personne la plus élevée en termes dans le groupe, en termes de leadership, j'allais dire, mais c'est évident, là. En termes de hiérarchie, et souvent, c'est la personne de référence. Donc, ce leader-là ou cette leader-là doit faire du travail émotionnel de bienveillance, doit interagir avec des gens qui ont des problèmes et doit jouer le rôle de quelqu'un qui est bienveillant. Même si... Regarde, ça va arriver là, qu'un leader, par exemple, a un employé qui est vraiment irritant. Puis le leader se dit à l'intérieur, « Man, cet employé-là, il m'énerve tellement, il est tout le temps... Tu sais, il m'énerve, il est tellement énervant. » Mais quelque chose arrive à cet employé-là et le leader va montrer de l'empathie. Oh, on va aider telle personne parce que telle chose lui est arrivée. Mais à l'intérieur, il sait, ouais, telle chose est arrivée, mais il l'a un petit peu demandé lui-même parce qu'il n'est pas à ses affaires, telle affaire. Mais ça, il ne dit pas parce que ça ne serait pas approprié pour le rôle de travail émotionnel de bienveillance. T'sais? Donc, c'est toujours cette idée-là qu'il peut y avoir une certaine différence entre ce qu'on sent à l'intérieur et le rôle qu'on joue au niveau émotionnel. Et cette différence peut être petite, parfois elle peut être très grande. C'est préférable, évidemment, si elle est le plus petite possible. Parce que plus elle est grande, plus ça cause des frictions d'une certaine manière dans nous, parce que on agit d'une manière complètement contraire à ce qu'on pense ou à ce qu'on sent. Ben, ce genre de travail émotionnel-là est difficile. Alors que quand c'est un travail émotionnel où est-ce que il y a juste un petit peu de différence à comment on se sent et comment on agit, où il n'y a pas de différence, là, c'est moins un problème, il y a moins de friction. Parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se sentir d'une manière X, à cause de son travail émotionnel, agir de manière Y, et graduellement, à cause qu'on a agi de manière Y, on peut venir à se sentir de manière Y.
ou de se sentir moins de manière X. OK? Donc, la façon dont on agit peut aussi changer la façon dont on se sent. Bon, en tout cas, troisième type de travail émotionnel, le travail de contrôle social. Ici, cas classique, pensez à un policier, par exemple. OK? Ça, c'est... Donc, on a... on est là dans... On parle là de situations où un individu doit... comment dire, doit faire affaire avec des gens qui, certains respectent les normes, mais certaines ne les respectent pas. Et l'individu doit imposer certaines sanctions pour faire en sorte que les gens restent dans la loi, dans les règles. Okay? Comme un policier, dans le fond. Qu'est-ce que c'est un policier? Le but du policier, c'est quand est-ce qu'il devient utile? Mais il devient utile quand quelqu'un est en train ou a brisé une règle ou une loi, tu sais. Et le but, c'est d'amener la personne, dans le fond, de l'engager un processus dans lequel la personne a une conséquence par rapport à ça, tu sais. Et c'est ça le contrôle social. Okay? Le contrôle émotionnel, pardon, le travail émotionnel de type contrôle social. Donc, il y a tout un rôle, il y a tout un jeu émotionnel que le policier doit jouer, ou des agents de contrôle social doivent jouer. Okay? Un policier doit rester extrêmement sérieux dans son travail quand il fait affaire avec des gens. Il ne peut pas se mettre à blaguer avec des gens qui sont en train de commettre des crimes, par exemple. Il y a tout un travail où le policier doit démontrer beaucoup d'autorité. Il ne peut pas avoir l'air... une policière ne peut pas avoir l'air insécure ou un peu ambiguë lorsqu'elle arrête quelqu'un. Il y a un travail d'autorité. Elle doit démontrer des expressions faciales d'autorité. Elle doit parler de manière autoritaire. Tout ça, c'est du travail émotionnel. Même si à l'intérieur, elle peut se sentir différente. OK? Donc, et c'est la même chose pour un leader. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a des règles au travail, il y a des normes. Et il y a des employés qui les respectent bien, il y a des employés qui sont en plein sur la ligne, il y a des employés qui parfois les brisent. Et un des rôles de leader, c'est de rappeler c'est quoi les normes, de rappeler c'est quoi les règles et d'apporter des sanctions ou des correctifs lorsque certaines règles ne sont pas respectées. Okay? Donc, un leader ou une leader va dans son travail faire un genre de mélange de travail émotionnel de service, de travail émotionnel de bienveillance et de travail émotionnel de contrôle social. OK? Et ça, c'est pas évident. OK? Ça peut être brûlant même. OK? Humphrey et ses collaborateurs soutiennent aussi que le ou la leader doit porter attention au type de travail émotionnel approprié pour différentes situations. OK? C'est que une bonne leader doit savoir que dans tel type de situation, c'est mieux d'utiliser tel type de travail émotionnel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les bons leaders pensent comme ça. Quel genre de travail émotionnel je devrais utiliser? Mais c'est comme... pour les bons leaders, ça va être comme intuitif. C'est le temps de montrer de l'empathie. C'est pas le temps de se fâcher maintenant. Ça va être le temps de se fâcher plus tard. Tu sais? Ah, non, ici, c'est le moment d'être autoritaire. On a passé le point de l'empathie, là, c'est le moment d'être autoritaire. Non, ici, c'est le moment d'être positif. OK? Une bonne leader doit savoir, d'une certaine manière intuitive, quel type de travail émotionnel utiliser dans telle situation. OK? Dans un contexte de service, par exemple, il ou elle peut devoir donner l'exemple en agissant avec enthousiasme quand les employés s'ennuient. OK? Dans un contexte de bienveillance, il ou elle doit être capable d'exprimer sa sympathie et donner du soutien aux subordonnés frustrés. Dans un contexte de contrôle social, dans lequel les employés doivent être disciplinés, il ou elle pourrait avoir besoin de faire preuve d'une désapprobation sévère. C'est important de savoir quand est-ce que c'est approprié d'utiliser le bon type de travail émotionnel pour un leader. Et c'est pas évident parce que certaines situations sont pas claires. Certaines situations sont pas claires. Parce que certaines situations sont très complexes. OK? Par exemple, il est possible qu'un ou une leader doive montrer de la sympathie pour les problèmes personnels qui auraient pu mener une employée à arriver en retard.
Okay? Donc ça, c'est du travail émotionnel de bienveillance. Tout en lui faisant comprendre que l'arrivée à l'heure est essentielle, puis que, c'est la règle et il faut arriver à l'heure, ce qui est du contrôle social. Mais tout en lui donnant l'impression aussi qu'il ou elle lui fait confiance pour le futur, qui est du travail émotionnel de service. Donc, dans cette situation-là, vous avez 3 types de travail émotionnel en même temps. OK? Je sympathise avec les problèmes personnels que tu as qui font que tu arrives souvent en retard. Je vais te démontrer cette sympathie-là, cette empathie-là, tout en te faisant comprendre que c'est vraiment important que tu arrives en retard et malheureusement, il va falloir à un moment qu'il y ait des conséquences négatives si tu arrives tout le temps en retard. Hein? Mais tout en te faisant comprendre aussi que, sais-tu quoi, je te fais confiance. Maintenant qu'on en a parlé, je te fais confiance. Je suis positif par rapport à la probabilité que tu règles ce problème-là. Okay? Ça, c'est 3 types de travail émotionnel dans une même situation. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il existe une distinction importante aussi concernant le travail émotionnel de surface et celui de profondeur. Le travail émotionnel de surface, ça implique, ça revient un peu à ce que je disais tantôt là, quand je parlais de comment différent est ce qu'on affiche avec ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Et le travail émotionnel de surface, ça implique que la personne change ses expressions émotionnelles externes, fait son travail émotionnel externe, sans changer ses sentiments réels internes. Alors que le travail émotionnel de profondeur, ça implique que la personne va utiliser des stratégies, prenons ça dans le cadre d'un leader, là. Donc, le travail émotionnel de surface, ça implique que un leader va faire certaines expressions faciales, va utiliser un ton de voix pour montrer une certaine émotion, mais sans du tout changer comment il se sent vraiment à l'intérieur. Alors que le travail émotionnel de profondeur, ça implique que le leader, en plus de changer les indices externes, comme ses expressions faciales et tout ça, il va vraiment essayer d'utiliser des stratégies pour modifier ses sentiments internes. Et utiliser ça pour influencer ses expressions émotionnelles externes. Okay? On voit ça souvent dans le cadre du jeu des acteurs. Okay? Si vous connaissez un peu les différentes méthodes de jeu d'acteurs au théâtre ou au cinéma, okay? Il y a certains acteurs qui travaillent très fort à contrôler de manière externe leur réaction pour être capable de jouer le jeu d'un personnage, par exemple. Okay? C'est vraiment tout au niveau physique, au niveau des réactions, et ainsi de suite, qui manipulent leur visage très bien, ils manipulent leur ton de voix très bien, et ainsi de suite. Okay? Mais sans un genre de travail intérieur. Okay? Et vous avez d'autres acteurs qui vont utiliser une autre méthode où est-ce que ils vont moins se concentrer sur le contrôle parfait des muscles, du visage, puis de la tonalité de la voix, tout ça, mais ils vont plutôt se mettre dans la peau du personnage, dans le sens où ils vont essayer fort de s'imaginer si c'était eux, ils vont essayer de se connecter la situation du personnage avec une situation qu'ils ont vécue eux-mêmes, pour être capable de changer comment ils se sentent à l'intérieur, et, dans le fond, vivre d'une certaine manière, revivre ou vivre les émotions ou la réaction émotionnelle du personnage de manière pas mal authentique. Qui fait qu'ils n'ont pas besoin du contrôle fin externe au niveau moteur, du visage et ainsi de suite. T'sais? Et c'est la même chose ici au niveau du leadership. Certains leaders vont parfois utiliser plutôt du travail de surface, alors que d'autres vont plutôt utiliser du travail de profondeur. OK? Il y a une différence en termes du résultat de ça pour le leader. C'est que le travail émotionnel de profondeur, il est généralement interprété comme plus authentique. Okay? Parce que, évidemment, le leader essaye vraiment de changer comment il pense et donc comment il se sent réellement, et donc il va être perçu comme un peu plus authentique. Okay? Je veux dire, le leader lui-même va percevoir ce travail-là comme étant plus authentique. Il ne va pas percevoir qu'il est en train de faker ou quelque chose comme ça.
Mais les deux types peuvent créer des sentiments d'inauthenticité qu'on appelle souvent de la dissonance émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature du travail émotionnel d'afficher un rôle qui n'est pas exactement... le simple fait qu'un rôle... les gens ne sont pas des rôles. Donc, la minute où les gens affichent un rôle dans la façon dont ils se comportent, ils ne sont pas purement eux-mêmes. Parce que les gens sont plus qu'un rôle. Donc, la minute où vous affichez un rôle, il y a une certaine dissonance entre ce que vous êtes réellement, qui est un être complexe avec plusieurs rôles, plusieurs réactions, plusieurs niveaux, et ce que vous affichez qui est un rôle, le leader de tel type, par exemple. T'sais? Et donc ça donne souvent de la dissonance émotionnelle. Mais cette dissonance émotionnelle-là, l'idée c'est qu'elle est pire, dans certaines recherches c'est démontré, qu'elle est pire lorsque le travail émotionnel est fait de surface, comparativement à de profondeur. Okay? Parce que de surface, c'est vraiment, le leader ne travaille pas du tout à changer comment il pense à l'intérieur et comment il se sent réellement à l'intérieur. OK? Mais même si cette dissonance émotionnelle est moins pire au niveau du travail émotionnel de profondeur, les deux formes, profondeur ou surface, auraient quand même des conséquences psychologiques négatives, notamment le stress et l'épuisement professionnel. T'sais? Le défi du travail émotionnel, c'est qu'il faut maintenir beaucoup d'informations en tête, OK? Et il faut maintenir en tête des enjeux comme, par exemple, c'est quoi les règles d'expression organisationnelle? Comme dans cette organisation, c'est quoi les règles? De quelle émotion tu as le droit de montrer? De à qui tu as le droit de les montrer? De quand tu as le droit de les montrer? C'est-tu correct de montrer telle émotion dans une réunion? C'est-tu correct de le montrer plutôt juste dans le corridor de manière informelle? C'est-tu correct de faire ci? C'est-tu correct de faire ça? Ces règles-là doivent être maintenues en tête par un leader qui veut bien utiliser le travail émotionnel. C'est quoi le lien entre l'utilisation de stratégie et la perception d'authenticité? Okay? Le leader doit maintenir en tête, si je réagis de telle manière, est-ce que les gens vont me voir de manière inauthentique ou de manière authentique? Ça peut dépendre. Il doit aussi maintenir en tête la distance physique et psychologique avec les subalternes. Est-ce qu'on est un groupe de gens qui sont très proches où on peut se dire pas mal n'importe quoi? Ou est-ce qu'on est un groupe de gens très professionnels et qui ont une relation purement fonctionnelle au niveau du travail? On est quoi dans cette organisation exactement? Tu sais? Ça, c'est certaines choses qu'il faut maintenir en tête. Okay? Et tous ces éléments-là peuvent impacter la perception de sincérité. Comment des subalternes jugent sincères leur leader et aussi comment ils ont confiance au leader. Okay? Donc, c'est vraiment un jeu complexe, le jeu de travail émotionnel. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre un bon leader entre une bonne leader et une mauvaise leader. C'est souvent ce qui va brûler les leaders aussi. Très souvent, ce genre de travail émotionnel. Les leaders doivent également maintenir un équilibre entre, si on parle au niveau des relations interpersonnelles, donc une des choses qu'ils doivent faire, c'est utiliser le travail émotionnel pour bien négocier ces relations-là. Okay? Mais ils doivent également maintenir un équilibre entre les relations de pouvoir dans lesquelles ils ou elles sont impliqués. Parce qu'un leader est en position de leadership par rapport à ses subalternes, mais il ou elle est en position de subalterne par rapport au leader du prochain niveau. Okay? Et ça, un leader doit être capable de négocier toutes ces relations-là et le travail émotionnel qui vient avec ça et la communication des émotions et tout ça. Par exemple, ils ou elles doivent simultanément équilibrer leur comportement de leadership envers leurs subalternes vers le bas et des comportements appropriés avec leur propre supérieur vers le haut. Et dans les deux cas, ça demande un certain travail émotionnel et un contrôle des émotions et
et certaines connaissances et capacités de comprendre les émotions de l'autre, de communiquer ses propres émotions, etc., etc., etc. Donc, vu cette grande complexité-là, il n'est pas étonnant que les dirigeantes ou les dirigeants souffrent souvent de différents problèmes liés au stress, qui ont une incidence sur leur bien-être, pas sur leur bien-être, désolé, sur leur bien-être, et sur leur efficacité aussi. C'est pas évident. Tout le rôle des relations interpersonnelles, le niveau des relations interpersonnelles n'est pas évident à ce niveau-là. Selon certains travaux qui ont exploré l'effet du travail émotionnel sur le stress des leaders, le travail de surface est plus stressant que le travail profond ou l'expression émotionnelle authentique. C'est ce que je vous disais tantôt, right? Ça fait du sens. Le travail de surface devrait être plus stressant que le travail de profondeur, ce qui veut dire l'expression émotionnelle authentique. Ben, non, je fais une différence entre le travail profond et l'expression émotionnelle authentique parce que le travail profond, c'est peut-être que tu ne te sens pas complètement comme ce que tu affiches, mais tu essayes de te sentir comme ça le plus possible. Alors que l'expression émotionnelle authentique, c'est non, tu te sens vraiment réellement comme ça, donc il n'y a comme pas de travail émotionnel d'une certaine manière là-dedans, où il y en a moins, parce que tu affiches vraiment ce que tu sens. À cet égard, Humphrey et ses collaborateurs ont soutenu que les leaders doivent souvent présenter une attitude positive, okay, comme de l'optimisme, de l'espoir, de la confiance, en réponse à des événements qui sont très moralement difficiles et qui pourraient mener leurs subordonnés même à perdre confiance. Et ça, ce genre d'inadéquation-là, entre rester optimiste, garder l'espoir, inspirer la confiance, dans des événements où vraiment c'est moralement difficile, mais ça, c'est vraiment brûlant. OK? Et dans ce cas-là, ben justement, il incombe à la leader ou au leader d'utiliser le travail émotionnel de surface ou de profondeur pour démontrer la confiance, influencer les subalternes par le processus de contagion émotionnelle. Et puis, ben c'est ça, surtout dans des situations où est-ce que c'est très stressant, où est-ce que il y a des situations très moralement difficiles, ça peut être vraiment brûlant d'utiliser le travail émotionnel, même si c'est de profondeur, pour démontrer de l'optimisme, de l'espoir, de la confiance. Évidemment, remarquons qu'il y a un certain chevauchement inévitable entre le niveau 2 et le niveau 3 du modèle, okay? Parce que plusieurs différences individuelles entre les leaders au niveau de l'intelligence émotionnelle ou des capacités émotionnelles, au niveau de la tendance affective, etc., peuvent impacter leurs compétences en termes de travail émotionnel. Okay? Peuvent impacter lequel des trois types de travail émotionnel ils vont avoir plus tendance à utiliser, leur stratégie et leurs compétences avec le type de travail émotionnel. Donc, ce qu'on a vu au niveau 2, c'est un rapport ici dans le sens où certains leaders vont être meilleurs avec certains travails émotionnels et certains leaders vont être meilleurs avec le travail émotionnel en général que d'autres. Simplement à cause qu'ils sont meilleurs sur toutes sortes de variables qu'on a vues au niveau 2. Okay. OK, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer en résumé du niveau 3? Okay? Ben, afin d'établir des relations interpersonnelles efficaces, ce qui est d'une certaine manière un des buts d'un leadership performant, les dirigeantes, les dirigeants doivent être capables de percevoir les émotions des autres et être capables de communiquer efficacement leurs propres sentiments dans le contexte de relations. Okay? Ils doivent s'assurer que leurs émotions exprimées correspondent avec les règles d'expression et les attentes de l'organisation. Ça, c'est du travail émotionnel. Parce qu'on a dit émotion exprimée. Okay? Et non pas nécessairement ressentie. Ils doivent utiliser différentes composantes de travail émotionnel pour exprimer des émotions appropriées. Okay? Ce qui revient pas mal à la même chose. Et donc, par conséquent, des leaders avec une meilleure intelligence émotionnelle, avec une meilleure conscience de soi, avec une meilleure affectivité positive, ils devraient plus aisément établir des relations authentiques de confiance avec les subalternes que ceux qui ont moins ces choses-là. Okay? Et donc, ça, c'est le niveau 3. Mais si on monte au niveau 4, au niveau plus haut, on parle ici de la dynamique du groupe et du lien, justement, du leadership dans le contexte du groupe lui-même. Et non pas juste de relation entre le leader et un ou une subalterne,
mais on parle vraiment plus largement ici de la dynamique de groupe. Donc au niveau 4, un aspect important du leadership au niveau du groupe, c'est comment le leader impacte la dynamique du groupe, et ça se fait souvent par contagion émotionnelle. Okay? La contagion émotionnelle, c'est d'une certaine manière un processus par lequel un leader peut définir le ton émotionnel du groupe qu'il dirige. Okay? Le leader a un impact sur le ton émotionnel, le feel émotionnel du groupe qu'il dirige. Okay? Et selon cette perspective-là, un rôle central d'un leader, c'est d'être un ou une facilitatrice d'émotions de groupe. C'est de mener le groupe à ressentir en général plus de telle émotion et moins de telle émotion. Okay? Vous pourriez me dire, mais c'était la même chose avec des subalternes au niveau individuel. Parce que vous m'avez dit que le leader doit essayer d'aider ses subalternes à avoir des réponses appropriées et à bien gérer leurs émotions et tout ça. Oui, mais là, c'est au niveau de groupe. C'est cette idée que si on analyse ça au niveau du groupe, on peut voir que les groupes ont un certain ton émotionnel. Okay? Et vous pouvez voir ça en passant lorsque vous regardez des équipes travailler. Okay? Vous avez des équipes où tout le monde est frustré, où il y a comme de la frustration dans l'air. Vous avez des équipes où c'est l'inverse. Okay? Puis c'est pas comme si c'est quelqu'un qui a un problème, c'est juste dans la façon que les gens interagissent. C'est un groupe frustré versus c'est un groupe heureux versus c'est un groupe qui s'amuse versus c'est un groupe, tu sais. Donc il y a une certaine... L'idée, c'est que les groupes ont un certain ton émotionnel. Et le leader doit travailler à ce niveau-là pour faciliter certaines émotions de groupe. Évidemment, ce processus-là est intimement lié à la notion de travail émotionnel. Parce que le leader va souvent donner le ton, va souvent modeler quelle émotion les gens devraient avoir et donc quelle émotion on va retrouver au sein du groupe. Okay? Donc, il ou elle va contrôler l'expression de ses propres émotions et via contagion émotionnelle. Puis ce processus de contagion émotionnelle, comprenez juste que c'est que les êtres humains ont tendance à, quand ils voient quelqu'un agir avec une certaine émotion, ils ont tendance à en faire de même. Okay? On a tendance beaucoup à copier et à imiter les autres, les êtres humains. Et donc, ce qui fait que quand quelqu'un agit d'une certaine manière émotionnelle, très souvent, on va avoir tendance à, par contagion émotionnelle, se mettre un peu dans cet état-là, nous aussi. Okay? Et donc, le leader va utiliser la contagion émotionnelle pour influencer les émotions et l'humeur, qui ne devrait pas avoir de S, désolé, de ses subalternes et ce faisant, le ton émotionnel du groupe ou la tonalité émotionnelle du groupe. Okay? Et là, évidemment, il y a des défis qui reviennent, mais ici, le défi, c'est que pour qu'il y ait une contagion émotionnelle efficace, parce que c'est pas mauvais, là, la contagion émotionnelle, vous voyez pas ça comme mauvais, là. Ça peut être bien, la contagion émotionnelle efficace. Pour qu'il y ait une contagion émotionnelle efficace, là où la leader doit afficher la bonne émotion à la bonne intensité. Et c'est pas évident de savoir exactement comment on devrait réagir et de quelle intensité. Si vous êtes en train de vous dire hey, ça commence à ressembler pas mal au charisme, ça, dans le fond, un leader charismatique, ben oui. Parce que c'est à ce niveau-là, lorsqu'on parle de contagion émotionnelle, qu'on peut parler du charisme ou du leadership charismatique. Okay? En effet, l'expression émotionnelle et la contagion qui en résulte chez les gens, c'est une composante importante du charisme. Une des choses que c'est que d'avoir du charisme, c'est d'afficher certaines émotions qui vont impacter les émotions des gens. Okay? Par contagion émotionnelle. C'est d'influencer les gens à se sentir d'une certaine manière en montrant un exemple. Okay? Et donc, c'est au niveau 4 vraiment que le concept de charisme fait du sens. Comme par exemple, Chirulnik et ses collaborateurs qui ont montré que des participants qui regardaient des vidéos d'une leader qui souriait reproduisaient ses visages instinctivement. Okay? Et donc, ce qu'ils ont montré, et comme
plusieurs d'autres études, c'est que les gens ont tendance à copier, les gens ont tendance à imiter. Il y a quelque chose à propos des êtres humains. Les êtres humains, on est très fort en imitation sociale, okay? Incluant les émotions, les expressions faciales, et ainsi de suite. Et une bonne leader doit comprendre ça, et deux, prendre avantage de ça. Prendre avantage de ça. Et savoir bien l'utiliser. Okay? Goleman, Boyatzis et McKee, en 2002, ont même développé une genre de théorie par rapport à ça, qui appelle la théorie de la résonance émotionnelle, pour expliquer ce genre d'effet. Dans leur théorie, dans leur modèle, eux autres, ils voient le but du leader, de la leader, c'est de créer une sorte de résonance émotionnelle qui synchronise les émotions du leader et les émotions des subalternes. Ça a l'air un peu bizarre, mais dans le fond, c'est que si on met ça dans des mots de tous les jours, c'est qu'un des buts pour Goleman et ses collaborateurs, un des buts du leader, c'est de faire en sorte que ses émotions et les émotions des subalternes sont synchronisées. Okay? Qu'il n'y a pas d'énorme différence entre ses émotions, du moins ses émotions qu'il affiche, okay? Et les émotions des subalternes soient synchronisées. Qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. Le charisme passerait aussi par le langage émotionnel par le ou la leader. C'est pas juste des questions d'afficher ça avec des expressions faciales et la tonalité de voix, mais ça passe aussi par le genre de langage qu'on utilise. Vous savez peut-être que certains leaders sont extrêmement inspirants ou inspirantes par les mots qu'ils utilisent, par les phrases, par les expressions verbales qu'ils utilisent, par les métaphores qu'ils utilisent. Okay? Par exemple, Mio, Riggio, Levin et Reese, en 2005, ont démontré que les leaders charismatiques utilisaient des métaphores plus émotionnellement engageantes que les leaders moins charismatiques. Ça aussi, ça fait partie du travail émotionnel. Quel genre de métaphore tu vas utiliser lorsque tu parles? OK? Bono et Ellis, en 2006, sont également trouvés dans une vaste enquête sur le charisme et sur la contagion émotionnelle que les subalternes, deux choses. Premièrement, donnent des notes plus élevées et deuxièmement, se disent avoir plus l'intention d'être influencés par des leaders plus émotionnellement expressifs ou émotionnellement expressives. Ça revient encore à cette idée qu'une partie du charisme, de l'influence, passe par l'expression des émotions. Okay? On réagit fortement aux leaders qui sont expressifs au niveau des émotions. Pas juste des leaders qui sont super compétents, ils connaissent tout, sont hyper compétents et sont émotionnellement neutres. Okay? On est moins influencé par ça. Ce qu'on aime, c'est des gens qui sont vivants au point de vue émotionnel, qui ont l'air réel du moins, qui démontrent leurs émotions. Okay? Ça a un énorme impact sur le climat du groupe. Sur chaque individu dans le groupe, mais ce qui fait que ça y émerge de ça un climat de groupe. Et le leader doit faciliter l'émergence de ce climat de groupe. Okay? Rappelons-nous en passant que l'expressivité ne veut pas toujours dire la positivité. Okay? Parfois, c'est très approprié pour un leader d'exprimer une émotion très négative. Okay? Newcomb et Ashkenazi ont trouvé que les émotions négatives sont souvent considérées comme appropriées lorsque la situation est, pas est, la situation et les contingences sont congruentes. Okay? En d'autres mots, lorsque c'est vraiment approprié d'être négatif, un leader qui réagit négativement est bien vu. Un leader qui se met en colère, qui pourrait crier, qui pourrait même verser une larme. OK? Il y a des contextes où ça va être très bien vu. Donc, c'est pas juste à propos d'être optimiste. Yeah, on y va, gang, on est capable. Puis reste. Des fois, c'est mieux pour un win leader d'afficher une expression négative.
Donc, le leader, par son travail émotionnel, va essayer de faciliter les émotions du groupe. Mais le leader peut aussi impacter la dynamique et la performance du groupe d'une autre manière qui est vraiment intéressante, qui est que le leader a dans certains cas, le leader a un certain pouvoir sur qui sont les membres du groupe. Okay? Et le leader peut sélectionner des membres qui sont forts ou fortes en intelligence émotionnelle. Et les leaders qui sont bons à sélectionner des membres qui sont forts en intelligence émotionnelle pour les inclure dans le groupe, contribuent indirectement au climat de groupe parce que ces individus-là, ces subalternes-là qui sont forts en intelligence émotionnelle, ils vont rendre le climat de groupe plus agréable. Okay? Par exemple, Jordan et collaborateurs, en 2002, ont constaté que les équipes dont les membres avaient une moyenne plus élevée d'intelligence émotionnelle étaient meilleures à établir rapidement des groupes de travail efficaces que ceux qui avaient une moyenne plus basse. Donc, parfois, le leader peut contribuer à la tonalité du groupe et à l'efficacité de son groupe et à la dynamique de son groupe, non pas par son travail émotionnel, mais simplement en sélectionnant qui fait partie du groupe et qui ne fait pas partie du groupe. En renvoyant des gens, en mutant des gens, en engageant des gens, en allant chercher des individus qui sont déjà dans l'organisation mais à un autre niveau, pour créer des groupes de gens qui sont émotionnellement compétents. OK? Ça aussi, c'est pas évident d'être capable d'identifier ces gens-là. OK, donc si on regarde au niveau du groupe, au niveau de la dynamique de groupe, qu'est-ce qu'un bon leader ou une bonne leader doit faire? En résumé, donc, du niveau 4, un bon dirigeant ou une bonne dirigeante va influencer le ton affectif ou le ton émotionnel du groupe de différentes manières, en exprimant des émotions appropriées et en contrôlant le processus de contagion émotionnelle pour l'utiliser de manière efficace. En étant charismatique, qui est une grande différence individuelle en passant. Je ne sais pas si on peut enseigner le charisme, je pense qu'il y a des gens qui diraient oui, il y a des gens qui diraient non, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a des gens qui sont plus charismatiques que d'autres. Et il y a des leaders plus charismatiques que d'autres. Et en sélectionnant des membres de l'équipe qui ont une forte intelligence émotionnelle ou de fortes compétences émotionnelles. Et en faisant ces trois choses-là, une dirigeante peut influencer le ton affectif du groupe, la dynamique de groupe. Mais si on monte au niveau encore plus large, okay, parce que là, on a parlé de l'individu lui-même et du fait qu'à certains moments, il se sent différemment qu'à d'autres moments. Ensuite, on a monté à un niveau qui est entre les individus, il y a des différences. Okay? Ensuite, on a passé le niveau d'individu, puis on est passé au niveau de relation. Une relation entre deux individus, il y a tout un jeu émotionnel là. Okay? Ensuite, on est passé au niveau dans le fond, un groupe de relations. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe, dans le fond? C'est plein de relations ensemble. Okay? On est passé au niveau de la dynamique du groupe. Et là, on monte à un niveau plus haut, le niveau plus haut, qui est le climat émotionnel de l'organisation. Parce qu'une organisation, c'est fait de plusieurs groupes. Okay? Et donc, si un groupe avait un genre de climat émotionnel ou de ton émotionnel, okay, plusieurs groupes ensemble donnent une organisation, et cette organisation peut avoir aussi un genre de climat émotionnel. Il y a des organisations dans lesquelles c'est plus agréable de travailler, certaines organisations dans lesquelles c'est moins agréable, certaines organisations dans lesquelles il y a plus d'optimisme, d'autres organisations dans lesquelles il y a plus de stress. Donc, les organisations elles-mêmes ont un certain climat émotionnel. Et on peut se demander, OK, au niveau 5, c'est quel est le rôle d'un leader ou d'une leader dans le contexte du climat émotionnel de l'organisation lui-même. OK? Donc, au niveau 5, il est question du rôle du ou de la leader dans l'élaboration de la culture de l'organisation et du climat de l'organisation. C'est quoi la culture de l'organisation au niveau des émotions? Okay? Qu'est-ce qui est approprié de faire dans cette organisation-là et qu'est-ce qui n'est pas approprié de faire au niveau émotionnel dans cette organisation-là?
OK? Ce qui est plus haut que groupe, parce qu'une organisation est faite de plusieurs groupes. C'est quoi le climat de cette organisation? Est-ce qu'on y est bien? Est-ce qu'on y est stressé? Est-ce qu'on y ressent souvent de la colère? Pour des bonnes ou mauvaises raisons? Hertel et Ashkenazi, en 2011, eux autres ont fait l'argument que la culture, et par exemple la culture d'une organisation, par exemple, c'est comme un type de fossilification de différentes pratiques et manières d'agir, d'interagir au fil du temps. Okay? Donc l'idée, c'est que quand une organisation commence, qu'elle n'a pas encore de culture, elle commence. Okay? Une nouvelle organisation qui se forme, elle va être faite de gens, de groupes, et ces gens-là vont avoir certaines pratiques, certaines manières d'interagir par rapport aux émotions, par rapport aux expressions, par rapport aux relations et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, si l'organisation survit assez longtemps, ces genres de pratiques-là, ils vont tendance à se fossiliser, okay? à rester stables d'une certaine manière. Ils vont venir à faire partie du registre de, tu sais, comme par exemple, on va dire, ça a toujours été de même. Ah, ici, on a toujours fait ça comme ça. Ah, ça a toujours été correct de pouvoir pleurer dans le bureau de son boss. Ou ici, non, ça n'a jamais été correct de faire ça. Tu sais, donc, la culture organisationnelle, pour eux, c'est comme un genre de registre de fossiles qui contient l'évolution des normes par rapport à l'expression des émotions, les règles qui régissent les interactions sociales entre les membres de l'organisation, etc. Okay? Donc la culture, c'est comme un registre qui démontre comment toutes ces normes-là sont venues à être avec le temps et qui fossilise ces normes-là. C'est pour ça que c'est tellement dur à changer la culture d'une organisation. Parce que c'est fossilisé, c'est pris, c'est pogné, et ça demande énormément de travail de changer la culture d'une organisation. Okay? Donc, quel est le rôle d'un leader à ce niveau-là? À ce niveau-là, le rôle d'un ou d'une leader, c'est sûrement de contribuer à l'élaboration d'un environnement de travail positif, qui est caractérisé par un climat émotionnel positif, par l'inclusion sociale et par l'épanouissement humain. Donc, un des buts d'un leader, c'est de s'assurer que les subalternes qui rentrent au travail perçoivent l'environnement du travail comme un environnement positif, avec un climat émotionnel positif, où ils se sentent inclus et pas exclus, et où ils se sentent qu'ils peuvent s'épanouir, et non pas qu'ils deviennent de plus en plus stupides plus ils travaillent ici, par exemple. Où ils se sentent qu'ils apprennent des choses, ils grandissent, ils peuvent s'épanouir. Okay? Et un des buts du leader, c'est justement de faire que les gens ressentent ça, que les subalternes ressentent ça, et que ça vienne à faire partie du climat de l'organisation. OK? Et pour faire ça, un leader ou une leader doit non seulement avoir une compréhension des éléments à instaurer pour avoir un environnement de travail positif, mais il doit aussi prendre en compte comment les employés dans l'organisation interprètent cette organisationnel. Ce climat organisationnel. Comment ils interprètent qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. Le climat organisationnel. OK? Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que lorsqu'on réfléchit à ces questions-là, le concept d'émotion est intimement lié à ces questions-là. Okay? Le fait que la culture organisationnelle est reliée au concept d'émotion est très bien compris par plusieurs auteurs okay? Comme Hochschild, Raphael Sutton et d'autres, qui expliquent que la culture est présente, entre autres, dans les règles d'expression émotionnelle. Une grande partie de la culture organisationnelle, c'est comment on peut se comporter dans cette organisation-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes d'émotion? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui est bien vu? Qu'est-ce qui est mal vu en termes de réaction? Une grande partie de la culture émotionnelle est ça.
Comment j'ai le droit de réagir? Ou, comment je vais être vu dans cette organisation-là si je réagis de même? Comment je vais être vu si je réagis de cette manière-ci à la place? Okay? Comment est-ce que l'organisation s'attend à ce que je me sente? Est-ce qu'elle s'attend à ce que je me sente d'une certaine manière? Est-ce qu'elle me donne le droit d'exprimer telle expression? Okay? Tout ça, ça fait partie de la culture organisationnelle, qui est un énorme aspect de la culture organisationnelle, et comme je vous disais, qui est fossilisé avec le temps par les pratiques des gens, et qui est très dur à changer lorsqu'on souhaite le changer. Ashkenazi et De Riviera en 92 et Ashkenazi en 2003 expliquent que cette culture organisationnelle, elle peut déterminer la façon dont les membres de l'organisation éprouvent des émotions au quotidien. Okay? Vous pourriez, dans le travail X, éprouver certains types d'émotions de manière régulière, et dans le travail Y, éprouver d'autres types d'émotions de manière régulière, et la raison serait la culture de l'organisation elle-même. Vous pourriez dire, je quitte cette organisation parce que je suis plus capable d'être constamment en colère avec les gens, que les gens soient en colère avec moi, qu'on est c'est tout le temps négatif. Okay? Pourquoi? Parce que ça fait partie dans cette organisation-là de la culture. Je quitte, je suis plus capable, j'ai besoin de trouver une organisation où les gens sont plus chaleureux avec l'un l'autre. J'ai besoin donc d'une autre culture organisationnelle. Tu sais? Hertel, en 2008, a identifié les émotions, d'ailleurs, comme centrales à une culture saine ou une culture toxique. Tu sais, quand on parle de tel travail, là, tel emplacement de travail, tel endroit de travail, tel employeur est sain, tel employeur est toxique. Okay? Le concept d'émotion est vraiment central à ça. Des individus comme des clients, des membres, des visiteurs peuvent souvent très facilement détecter le climat d'une organisation en observant les émotions des gens qui travaillent. Si vous êtes invité à visiter un bureau de quelque chose, vous allez très vite voir c'est quoi le climat. Les gens sont en train de s'engueuler. Comment ça va? Est-ce que les gens rient? Est-ce qu'ils sont proches l'un de l'autre? Comme physiquement? Ou est-ce qu'ils sont très distants l'un de l'autre? Tu sais? Est-ce que ça crie beaucoup? Est-ce que ça rit beaucoup? Okay? Les gens peuvent très facilement, à travers les émotions, détecter c'est quoi la culture. Est-ce qu'elle est saine ou toxique? Évidemment, il y a différents niveaux entre. Et les émotions sont centrales à ça. Okay? Donc, juste pour vous faire l'argument que le concept d'émotion, c'est pas juste quelque chose qui s'applique à vous et votre corps dans un moment quand vous vivez ça a un impact même au niveau émotionnel, au niveau de la culture émotionnelle. Hertel et Ashkenazi en 2011 utilisent même le terme milieu de travail positif ou MTP pour désigner les facteurs contextuels, les conditions de travail qui sont associés avec le bien-être et avec des comportements organisationnels positifs. Et évidemment, pas de surprise, pour eux, on va voir que le rôle d'un leader ou d'une leader, c'est de maximiser les chances que les subalternes voient leur milieu de travail comme un milieu de travail positif. Évidemment. OK? Comme l'a noté Hertel, dans un milieu de travail positif, les employés considèrent leur milieu de travail comme positif, comme respectueux, comme inclusif et comme psychologiquement sécuritaire. OK? En d'autres termes, ils ne se sentent pas exclus au travail, ils ne se sentent pas mal respectés au travail, et ils ne se sentent pas, attaqués psychologiquement, insultés, quelque chose comme ça. S'ils se sentent plutôt positifs, respectueux, inclusifs et psychologiquement sécuritaires, c'est un milieu de travail positif. Mais c'est aussi un milieu de travail positif si les employés considèrent que leurs leaders et que leurs collègues sont dignes de confiance, sont équitables, sont ouverts à la diversité. Okay? Pensons pas juste diversité de surface comme couleur de peau ou trucs comme ça. Pensons diversité plus large qui inclut des trucs comme l'origine ethnique, la couleur de peau, mais aussi les idées, même les affiliations politiques, les affiliations religieuses, et ainsi de suite. T'sais? Et
les employés, s'ils sont dans un milieu de travail positif, les employés considèrent aussi l'organisation comme caractérisée par des politiques et des décisions justes. Pas toujours le fun, mais juste. Okay? Une autre caractéristique clé d'un milieu de travail positif, c'est qu'il fournit l'ensemble des expériences émotionnelles nécessaires pour l'épanouissement humain. C'est évidemment beaucoup demandé, mais c'est cette idée que la culture émotionnelle va favoriser votre épanouissement en tant que quelqu'un qui travaille là. Est-ce que vous sentez que vous apprenez? Okay? Est-ce que vous sentez que votre travail vous donne quelque chose? Ou faites-vous juste partie d'une chaîne, puis vous appuyez sur le bouton, puis vous apprenez rien, puis vous grandissez pas? Si vous sentez que vous vous épanouissez d'une certaine manière, en partie à cause de toutes les expériences émotionnelles que ce travail-là vous fait vivre, c'est un milieu de travail positif. Okay? Selon Fredrickson, les émotions positives élargiraient le répertoire des pensées, des actions des individus, ce qui leur permettrait d'élargir leurs ressources personnelles, physiques, intellectuelles, psychologiques, sociales, etc. Okay? C'est cette fameuse idée, Fredrickson appelle ça le modèle Broaden and Build. Broaden and Build. C'est un modèle comme quoi lorsqu'on a des émotions positives, on a tendance à réfléchir de manière plus large, faire plus de liens, faire plus de contacts entre les gens et trouver plus de ressources intellectuelles, psychologiques, sociales, etc. Donc, en d'autres mots, c'est bon d'être dans un état positif. C'est bon, les émotions positives, ça nous permet de construire des liens, construire des ressources. Okay? Et dans cet ordre d'idées-là, des études ont établi un lien, justement, au travail entre les émotions positives et une meilleure sociabilité, des interactions sociales améliorées et des amitiés plus étroites, entre autres au travail. Donc, les émotions positives sont importantes au travail pour avoir des meilleures relations avec ses collègues, avoir des relations plus productives avec ses collègues, avoir même des amitiés avec ses collègues. Et donc, le rôle du leader, c'est d'utiliser ce fameux modèle Broaden and Build de Fredrickson et d'utiliser cette logique comme quoi les émotions positives, c'est pas juste bon parce que ça nous fait sentir bien, c'est bon parce que ça nous permet de construire plus et de s'élargir et d'obtenir plus de ressources. Ben, un bon leader doit maximiser les chances que les subalternes aient ce genre d'émotions-là et il va les maximiser en s'assurant qu'au niveau culturel, on maximise comment l'organisation représente un milieu de travail positif. Donc, il est donc clair que les dirigeants doivent jouer un rôle clé dans l'élaboration et dans le maintien d'un milieu de travail positif pour générer toutes ces belles choses dont on a parlé et faire en sorte que ça a des effets positifs sur les employés. Toutefois, en même temps, là où la leader ne peut pas ignorer la réalité de l'émotion négative. Il y a quelque chose de perturbant d'un milieu qui serait trop positif et même lorsque les choses vont très mal. Okay? Il faut comprendre que les émotions négatives peuvent faire partie d'un milieu de travail positif parce qu'elles sont parfois appropriées. Les émotions négatives sont une partie inévitable de la vie organisationnelle. Okay? Même dans des organisations dont le but est de montrer un visage exclusivement positif au monde. Je ne sais pas si vous savez, mais derrière le rideau, à Disney World, il y a des émotions négatives. Les employés s'engueulent, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Même si quand on va de l'autre côté du rideau, puis on passe du côté du public, tout est positif. Okay? C'est juste normal. Les émotions négatives, toutefois, comme le disent Hertel et Ashkenazi en 2011, n'ont pas besoin d'être automatiquement associés à des résultats négatifs. Des fois, c'est bien et ça va amener des résultats positifs au climat organisationnel des émotions négatives. Pourquoi? Parce que des fois, des émotions négatives peuvent nous fournir des signaux importants sur certains dilemmes moraux, sur certains domaines où l'apprentissage est nécessaire. Et un des rôles d'un bon leader, c'est d'être capable d'utiliser des émotions négatives, de les spinner de cette manière-là. De faire en sorte que les émotions négatives sont comprises comme un signal d'un potentiel de croissance. Un signal de « Oh, il y a quelque chose ici qui doit être réglé, il y a un problème, il y a un défi ici qui peut nous amener au prochain niveau. »
Et ce défi-là est signalé par des émotions négatives. Mais évidemment, les émotions positives sont extrêmement importantes. OK? Les émotions positives jouent un rôle important à cet égard-là parce qu'elles ont la capacité d'amortir l'impact des émotions négatives sur les gens afin de promouvoir la résilience psychologique face aux événements négatifs. Okay? Donc, même s'il va y avoir plein d'événements négatifs, un milieu de travail positif qui maximise les émotions positives, ça va avoir tendance à amortir l'impact de ces émotions négatives. Okay? Si les choses sont pas mal tout le temps, les gens s'engueulent pas mal tout le temps, le milieu de travail est froid, puis là, il arrive quelque chose de négatif, et là, ça va être pire. Mais si c'est un milieu de travail positif, où les gens s'entendent bien, puis ils se sentent comme s'ils s'épanouissent, puis tout ça, puis là, quelque chose de négatif arrive, ça va être moins pire. C'est ça l'idée. Okay? Les émotions positives jouent aussi un rôle important à cet égard-là parce qu'elles ont la capacité de promouvoir l'adoption de stratégies d'adaptation fonctionnelle. Okay? Si tout est toujours négatif, il y a moins de chances qu'on adapte des stratégies fonctionnelles. Il y a plus de chances qu'on rentre dans le dysfonctionnel. Mais si le milieu de travail est positif, et il arrive quelque chose qu'on a besoin de s'adapter, auquel on a besoin de s'adapter, il y a plus de chances qu'on utilise des stratégies d'adaptation fonctionnelles. Donc, dans cette optique-là, une leader ou un leader a la responsabilité d'établir un climat émotionnel qui favorise l'épanouissement de ses subalternes et où les expériences positives l'emportent généralement sur les expériences négatives. Et je rajouterais peut-être même, et où les expériences négatives sont perçues comme étant un signal de potentiel de monter plus haut ou d'aller plus haut en termes d'épanouissement. Donc, en résumé du niveau 5, et tout ça, ça se passe au niveau du climat organisationnel ou émotionnel. Donc, en résumé du niveau 5, les dirigeantes jouent un rôle crucial dans la détermination de la culture de l'organisation et du climat affectif de l'organisation. Ils ou elles doivent agir en tant que modèle positif, démontrer des comportements qui contribuent à un milieu de travail positif. OK? Qui est très important pour toutes les raisons dont on a vu. Donc ça, c'est ce fameux modèle de Ashkenazi et ses collaborateurs. Et ce que j'espère vous avoir fait comprendre, et ce n'était qu'un survol là, de ça, mais ce que j'espère vous avoir fait comprendre, c'est que les émotions, la façon dont on les exprime, la façon dont on les gère, la façon dont elles sont utilisées pour influencer les gens, sont une partie importante de la vie organisationnelle, et ce, à plein de niveaux. Au niveau où est-ce que les individus diffèrent entre eux-mêmes à 2 points dans le temps, intra-individuel, au niveau inter-individuel, où les gens sont différents entre eux, sur toutes sortes de variables reliées aux émotions, au niveau des relations entre les gens et entre les leaders et les subalternes, dans l'expression des émotions, dans le travail émotionnel, au niveau de la dynamique de groupe, où là, c'est plusieurs relations mises ensemble dans un groupe, et au niveau de la dynamique de l'organisation elle-même, de la culture de l'organisation et du climat de l'organisation, que là, c'est des groupes de groupes, dans le fond, si on veut. OK? Donc, ça termine cette présentation-là. Merci bien. Bye bye.